Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, donc je vais vous parler d'activité physique et de prévention des chutes pour savoir finalement si on a des données suggérant l'intérêt pour prévenir les chutes de l'activité physique chez les personnes âgées. Donc, quelques mots d'épidémiologie, toujours pareil, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Vous voyez, un sujet de plus de 65 ans sur 3 fait au moins une chute par an. Après 85 ans, c'est 1 sur 2 et c'est 9000 décès par an en France. Donc, c'est la première cause de décès à la maison en France. Alors, la chute, elle entraîne des décès, mais elle entraîne aussi des conséquences, en particulier graves et fracturaires. Donc, vous voyez, 50 000 fractures de l'extrémité supérieure du fémur chez les femmes, 16 000 chez les hommes tous les ans en France, dont on connaît donc les conséquences fonctionnelles majeures, avec 20% de décès à 1 an, 40% de perte d'autonomie dans les suites d'une fracture de hanche. C'est l'une des premières causes d'institutionnalisation et de perte d'autonomie chez les gens âgés, et même chez les personnes qui ne vont pas se blesser, il va y avoir un cercle vicieux de peur de retomber qui va entraîner une diminution de l'activité physique qui elle-même va avoir un impact donc sur la perte d'autonomie des personnes âgées. Donc il y a tout intérêt à prévenir la première chute et après une première chute, de savoir si c'est une première chute ou et donc s'il va y en avoir d'autres, de manière à mettre en place des mesures pour prévenir la récidive de ces chutes ou la première chute si on est en prévention primaire. Et ça a été individualisé par la Commission européenne, donc très récemment, dans un programme qui s'appelle EIP-AHA, pour des partenariats européens au niveau des régions, de manière à favoriser un vieillissement actif et en santé. Donc la prévention des chutes, c'est l'un des thèmes prioritaires pour augmenter l'espérance de vie en santé de la population âgée en Europe. Donc c'est une priorité individualisée par la Commission européenne. Alors, dans les différentes stratégies pour prévenir les chutes, l'activité physique est une des pistes les plus intéressantes. Je remettrai l'activité physique dans un contexte plus global de ce qui a été démontré comme capable de prévenir les chutes chez les gens âgés. Alors, qu'est-ce qu'on a comme preuve de l'efficacité de l'activité physique sur la prévention des chutes? Alors là, peut-être un petit peu de façon différente des présentations précédentes, on a beaucoup de recherche sur cette activité et finalement la chute c'est assez facile à étudier, c'est un critère de jugement assez facile, bien que toutes les chutes ne soient pas mémorisées par les personnes, mais on va dire que quand on met en place quelque chose, on peut mettre en place un suivi avec des questionnaires réguliers de prévention des chutes, donc il est assez simple de savoir si ce qu'on fait fonctionne en termes de réduction de l'incidence des chutes. Alors vous voyez, il y a à peu près 100 études randomisées contrôlées et plusieurs méta-analyses qui ont été publiées. Vous voyez, ça a commencé en particulier avec Provins en 1995 et globalement, ces études donc, vont plutôt dans le sens d'une réduction de l'incidence des chutes qui est aux alentours de 30 à 40% en général. Alors, pour l'étude de Provins, c'est bien toujours de revenir un petit peu au commencement des choses pour voir qu'est-ce qu'on a fait comme progrès depuis. En particulier, a été lancé un très grand programme aux États-Unis qui s'appelle Fix-It et qui testait, et c'était très intéressant, différentes populations, différents types de programmes. Vous voyez, différents types d'interventions avec travail d'équilibre, d'endurance, renforcement musculaire, tai chi. Et globalement, les auteurs étaient assez déçus, puisque finalement, ça réduisait de 10% l'incidence des chutes. Par contre, à partir des analyses de ces grandes études, donc, qui étaient extrêmement hétérogènes en termes de programmes et de population, finalement, c'est la première fois quand même qu'on en déduisait que probablement, quand un programme d'exercice comprenait des exercices d'équilibre, ils étaient plus efficaces que quand ils n'en comportaient pas. Alors ça a été évidemment très utile pour les études par la suite, puisque souvent les études ensuite ont intégré des exercices qui travaillaient l'équilibration. Alors vous voyez, donc il y a eu plusieurs méta-analyses, 2008,
Et vous voyez au fur et à mesure le nombre d'essais contrôlés randomisés donc, qui augmente. Puis 2011, vous voyez de la littérature très régulièrement sur ce sujet-là. En gros, les programmes les plus efficaces sont ceux donc, qui comportent des exercices d'équilibre et globalement des exercices debout, pieds rapprochés ou sur une jambe, soutien minimum avec les bras, mouvement contrôlé du centre de gravité. Donc on est sur des exercices tels qu'ils sont faits soit dans le cadre de l'activité physique adaptée, soit par des kinésithérapeutes qui travaillent l'équilibration des patients. Donc, deuxième chose, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un effet seuil et dose. Ça veut dire qu'en gros, si vous ne faites pas suffisamment d'activité en termes d'heures ou en termes d'intensité, il n'y aura pas d'effet. Donc, de par toutes ces méta-analyses, on en déduit qu'il faut à peu près 50 heures, c'est-à-dire 2 fois par semaine pendant 6 mois, de manière à avoir un effet en termes de prévention des chutes. En dessous, probablement, il y a peu d'efficacité. Dernier élément, les programmes de marche seulement sont peu efficaces. Ils sont efficaces sur beaucoup d'autres choses, mais en termes d'équilibre, ils sont probablement pas moins efficaces que les programmes d'exercice travaillant l'équilibre sur la prévention des chutes. Et quand on prend finalement seulement les études qui intègrent des exercices d'équilibre à intensité, à dose suffisante, eh bien à ce moment-là, on voit que c'est plus 10%, mais c'est plutôt 38%, donc près de 40% de réduction de l'incidence des chutes. Alors, il y a des recommandations HAS qui sont anciennes, 2005. Elles ont été répétées en 2009, puisqu'on s'est rendu compte qu'il fallait probablement faire des programmes assez spécifiques pour les gens qui faisaient des chutes répétées. Les recommandations de 2005 étaient plutôt pour une population un peu tout venant pour prévenir les chutes chez les gens âgés. Et puis, il y a un grand nombre de flyers, donc, qui ont été, brochures qui ont été éditées par l'INPES en particulier sur la prévention des chutes. Alors, plus récemment, et je vais vous parler surtout de ces deux méta-analyses, et en particulier d'une qui a été menée donc, chez donc, les personnes donc, qui vivent donc, à leur domicile. Donc, vous voyez, de nouveau, donc, une méta-analyse de 2012, donc vous voyez, régulièrement, de 95, 2008, maintenant 2012. Là, avec des données beaucoup plus stringentes, puisque là, les auteurs ne se sont finalement intéressés qu'à des études donc où la classification des interventions se fait selon la classification Profane, de manière à ce que, globalement, à forcer, finalement, maintenant, quand on teste quelque chose, à standardiser les interventions pour qu'on puisse, globalement, pooler les données et surtout avoir des données qui sont assez reproductibles. Donc, si vous voulez lancer un programme d'activité physique, dans le contexte de la prévention des chutes, il faut que vous alliez donc revoir la publication de l'AM, et globalement, il définit les types d'activités de manière à ce que vous puissiez choisir, vous, le type d'activité ou le type de multi-activité que vous voulez tester. Ensuite, la méta-analyse s'est concentrée sur différents types d'interventions. C'est ça qui est compliqué quand on lit la littérature, c'est qu'il y a des interventions qui sont monofactorielles. Vous ne testez par exemple que l'activité physique, vous regardez. Ou alors vous testez la diminution de la prescription de psychotropes et vous regardez si ça réduit l'incidence des chutes. Vous voyez, ça a été fait pour l'exercice, les médicaments, l'environnement, le traitement de la cataracte, puisqu'on sait que la vision joue un rôle majeur dans la prévention des chutes. Quand il y a des malaises sur est-ce que je dépiste une hypersensibilité carotidienne, je mets un pacemaker et je regarde s'il y a une réduction des chutes en particulier, ou chez un déficit en vitamine D, je mets de la vitamine D et je regarde si ça prévient les chutes. Donc ça, c'est monofactoriel, vous ne faites qu'une seule intervention. À côté de ça, il y a des programmes qui sont dits multifactoriels. Donc là, vous allez jouer sur les facteurs que vous avez individualisés comme anormaux. Donc, ça veut dire qu'il faut une évaluation. Et puis, quand vous allez avoir un déficit en vitamine D, vous le corrigez. Quand il y a un déficit d'activité physique, vous en faites, etc. Donc, c'est compliqué. Il faut évaluer les gens et, en fonction du profil, mettre en place quelque chose qui est personnalisé. Donc ça, c'est multifactoriel. Puis, à côté de ça, il y a des études qui sont multiples. Je n'ai pas évalué les gens, mais je décide d'emblée de faire de l'activité physique, plus de mettre de la vitamine D, plus d'envoyer, je ne sais pas quoi, voir le podologue. Donc ça, c'est multiple. Alors, pour la première fois, la revue Cochrane différencie les effets de ces différents types d'activités, enfin de programmes, et je vais vous montrer surtout ce qui concerne, parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire, dans ces différents types de programmes, ce que fait l'exercice physique. Alors,
là aussi, la revue Cochrane, si vous la lisez, a différencié le type d'exercice en fonction de si c'est équilibre marche fonctionnel ou travail contre résistance ou proprioception, j'ai mis ça mais c'est pas tout à fait juste, hein, tai chi danse, flexibilité, donc plutôt les amplitudes articulaires, en particulier de la cheville, et puis l'activité physique un peu générale, je fais marcher les gens, etc. Alors en gros, que résume cette méta-analyse? Que finalement, globalement, quand c'est des exercices qui sont multicatégories, ça veut dire qu'ils comportent au moins un travail d'exercice, plus autre chose, renforcement musculaire, endurance, flexibilité, marche. Globalement, que ça soit en groupe ou à la maison, vous réduisez l'incidence des chutes. D'accord? Globalement, vous voyez, vous réduisez le taux de chute et puis vous réduisez le nombre de chuteurs. Alors, c'est plus efficace en nombre de chutes, d'ailleurs, qu'en taux de chuteurs. Ensuite, globalement, quand vous faites des exercices plutôt d'équilibre marche plus fonctionnel, en gros, ça donne à peu près les mêmes résultats. Et quand vous faites du travail avec du tai chi, ça donne à peu près les mêmes résultats. Donc, vous voyez, quand on fait vraiment du travail d'équilibre du tai chi, globalement, dans les études, ça donne à peu près le même résultat. Vous voyez, vous diminuez de 30% l'incidence des chutes. Ensuite, quand vous faites ça, plus autre chose, vous allez gagner en plus en termes de prévention des chutes. En particulier chez les gens qui ont des douleurs des pieds. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer de faire un programme de réduction de prévention des chutes si on ne pose pas un certain nombre de questions. Première chose, est-ce que vous avez des douleurs au niveau des pieds? Dans ce cas-là, quand on envoie chez le podologue le patient pour avis et il va mettre en place un certain nombre de choses, des semelles, etc., plus on travaille donc les amplitudes articulaires de cheville, vous voyez, vous gagnez encore en termes de réduction du taux de chute, 30%. Si, en plus, quand les patients que vous voyez pour un entraînement, globalement, il y a eu un taux de vitamine D qui a été dosé et que vous corrigez ce taux, s'il est bas, vous gagnez encore 10%. Si les patients sont sous psychotropes et que le médecin s'organise pour essayer de réduire les psychotropes, vous gagnez du temps. Ensuite, il faut probablement envoyer chez l'ophtalmo si les patients ne sont pas suivis, parce que quand il y a une cataracte, que vous l'opérez au premier œil, c'est-à-dire vous améliorez, vous passez d'une baisse d'acuité visuelle à une acuité visuelle à peu près normale, vous réduisez de 30% l'incidence des chutes. Et puis, quand ce sont des patients qui sont à haut risque de chute, au domicile en particulier, le fait de faire passer un ergothérapeute au domicile pour réduire les risques de chute, indépendamment de l'activité physique, va réduire là encore le risque de chute. Alors, à côté de ça, on va avoir, donc je vous l'ai dit, c'est le travail d'équilibre surtout qui réduit l'incidence des chutes. Mais la plupart du temps, il n'y a pas eu que du travail d'équilibration, il y a eu du renforcement musculaire ou autre chose. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder si, indépendamment de l'effet sur les chutes, quand vous ajoutez du travail au travail d'équilibre, un travail par exemple de renforcement musculaire, si vous avez d'autres effets qui sont potentiellement quand même utiles pour la prévention des chutes. Alors oui, quand vous faites du travail en puissance ou en renforcement musculaire, mais plutôt puissance que contre-résistance, globalement, vous allez être capable de mobiliser de la force en cas de déséquilibre beaucoup plus vite. Donc, probablement qu'il y a un effet adjuvant du travail en puissance dans le fait que, globalement, vous puissiez réduire l'incidence des chutes ou des chutes graves, parce que, globalement, vous allez mobiliser de la force pour mettre le bras ou autre chose de manière à moins vous faire mal. Ensuite, il y a tout ce qui est en charge, donc travail debout, etc., qui va avoir un effet sur la densité osseuse, contrairement à d'autres exercices. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à proposer des exercices plutôt en charge, travailler l'équilibre, mais aussi faire du renforcement musculaire, et je vous l'ai dit, plutôt en position debout, puisque ça va avoir un effet stimulant sur l'os. Là, vous ne réduisez pas les chutes, mais on peut imaginer que c'est une intensité suffisante, vous allez avoir un effet positif sur la masse osseuse, et donc réduire l'incidence des fractures. L'endurance, elle a montré un bénéfice non seulement sur la prévention des chutes, mais sur les capacités fonctionnelles chez les patients chuteurs, donc en particulier ceux qui sont le moins à risque de chute. Donc probablement, chez les patients qui sont les moins fragiles, rajouter de l'endurance a probablement un intérêt, puisque indépendamment de la prévention des chutes, ça va améliorer les capacités fonctionnelles. Dernier élément, chez ceux qui sont le plus à risque de chute, de faire du renforcement du sol a probablement un effet, bien qu'il n'y ait pas d'effet sur la prévention des chutes. Par contre, on sait que globalement, les patients vont rester moins longtemps au sol si on les a préparés au relevé. Alors, la deuxième question, finalement, se disait, à la maison ou en groupe, c'est le même résultat.
ça nous choque, nous, un tout petit peu les gériatres, parce qu'on a l'impression que quand on envoie dans des groupes d'activité physique des patients fragiles, globalement, ils ont un risque de chute, même pendant les ateliers. Donc, Robertson, en 2000, avait remarqué que finalement, globalement, c'est efficace chez tout le monde, mais c'est d'autant plus efficace que les gens sont très âgés. Et en particulier avec 80 ans et plus, parce que non seulement on réduit l'incidence des chutes, mais surtout on réduit les traumatismes liés aux chutes. Donc globalement, c'est pas le tout de prévenir des chutes. Ce qu'on veut, c'est que les gens se fassent pas mal. Et globalement, c'est d'autant plus efficace que les gens sont plus âgés. Par contre, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes dans toutes les études, même si ce sont surtout des femmes qui sont incluses dans les études. Alors dans toutes les pathologies cardiovasculaires, c'est plutôt des hommes. Mais par contre, sur l'activité physique, tout ce qui est un peu non médicamenteux, c'est souvent des femmes qui sont incluses. Alors donc ça veut dire qu'à partir de Robertson, l'idée c'était probablement de faire différemment chez les gens qui sont à haut risque et à bas risque, puisque je vous l'ai dit, à haut risque, à bas risque, à la maison ou en groupe, ça donne le même résultat, vous réduisez de 30% l'incidence des chutes. Par contre, quand vous êtes à haut risque, globalement, vous risquez d'induire des chutes et potentiellement des traumatismes. Donc, il y a un certain nombre de tests simples qui permettent de savoir si vous êtes à haut risque ou pas, si déjà vous avez fait une ou plusieurs chutes dans les 6 derniers mois, et si vous vous êtes fait mal. Deuxième chose, si vous avez peur de tomber, on revient un petit peu à la peur tout à l'heure, qui est un élément qui peut être quelque chose qui diminue l'engagement, mais qui peut être protecteur aussi vis-à-vis de la chute. Mais en tout cas, quand vous avez peur de tomber, c'est probablement que vous avez raison, vous avez un risque de tomber. Ensuite, est-ce que vous avez du mal à vous relever d'une chaise? On comprend bien que si vous avez du mal à vous relever d'une chaise sans les mains, si vous êtes déséquilibré, vous n'aurez pas suffisamment de force musculaire pour éviter la chute. Ensuite, si vous avez des troubles de l'équilibre, c'est-à-dire que si vous vous sentez instable, ou si vous ne tenez pas facilement 5 secondes en appui unipodal. Et puis enfin, si vous êtes obligé de faire très attention à votre marche, en particulier si vous ne pouvez pas faire 2 choses en même temps, porter quelque chose, etc., ou discuter en même temps que vous marchez. Donc là, ça montre que la marche demande de l'attention, donc elle n'est plus très automatique, donc vous êtes à risque de chute. Donc ces tests sont utilisés dans plein de centres, en particulier évidemment le nôtre, pour dépister une population qui est à risque de chute, qu'elle soit déjà tombée. Évidemment, si vous êtes tombé et que vous avez un de ces facteurs-là, le risque de rechute est majeur. Et si vous n'êtes pas encore tombé, ça mérite une évaluation pour prévenir la première chute. Dans la revue Cochrane de 2012, donc, en gros, les exercices multicatégories avaient le même effet protecteur, quel que soit le risque de chute. Donc ça va un petit peu à l'encontre de ce que je vous dis. Par contre, quand on regarde beaucoup d'autres études qui se sont spécifiquement intéressées à ça, globalement, la population qui a très haut risque de chute, elle, qui est peu étudiée dans l'étude, dans la revue Cochrane, est à très haut niveau de risque. Et globalement, si vous faites que de l'activité physique, vous augmentez le risque. Donc, il faut probablement faire une évaluation des autres facteurs de risque de manière à intégrer l'activité physique dans une prise en charge qui est multifactorielle. Et ça a été bien montré par la revue Cochrane, qui montre que quand on fait du tai chi, c'est très efficace chez tout le monde, sauf chez les gens qui sont à haut risque de chute, parce que là, ils vont tomber davantage. Donc, on voit bien là que probablement, il y a une population qui est à très haut risque et une autre population. Dans la population à faible risque, l'activité physique, quelle qu'elle soit, quel que soit le sexe, quel que soit le type d'entraînement, à condition qu'il comporte au moins un travail d'équilibration, réduit l'incidence des chutes. Par contre, chez les patients qui sont à haut risque de chute, probablement, il faut faire un travail qui est individualisé. Et en particulier, donc, qui va être multifactoriel, c'est-à-dire qui demande une évaluation et une correction des facteurs de risque anormaux que vous avez repérés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'étude de Robertson, il y avait une réduction de l'incidence des chutes. Et puis, dans la revue de Cochrane, avec blessure. Et dans la revue Cochrane, ce n'était pas significatif. Alors, heureusement, l'équipe de Patricia Dargent, donc avec laquelle on collabore, a publié dans BMJ en 2013 une revue qui montre que finalement, quand on fait une méta-analyse spécifiquement sur les études qui ont regardé les blessures, parce que toutes les études se sont intéressées aux chutes, mais il n'y avait pas obligatoirement les blessures qui étaient associées. Quand on prend toutes les études qui ont étudié les blessures, en gros, ça réduit de 37% l'incidence des fractures. Donc, on a un vrai effet antifracturaire de l'activité physique, à condition qu'elle soit faite de façon adaptée au profil de risque.
Alors, là, vous ne le retenez pas, tout ça, parce que c'est assez confidentiel. Hein. Ce sont des données donc, qui m'ont été montrées la semaine dernière par l'équipe de Patricia d'Argent-Molina, qui a testé un programme que vous connaissez peut-être, qui s'appelle OCEBO à Paris. Hein. Donc, c'est une très grande étude française. Hein. 700 femmes, 20 centres français, suivi mensuel pendant 2 ans. Travail avec Ciel Bleu, qui permet de faire de l'activité physique au moins une fois par semaine, plus une autre séance en autonomie avec un programme, etc. Les gens sont suivis. L'objectif, là, ce n'est pas les chutes, c'est les chutes avec traumatisme, et en particulier les chutes avec traumatisme sévère. Alors, vous voyez que globalement, ça donne des résultats positifs, hein, qui vont être publiés dans British Medical Journal, qui montrent que non seulement ça réduit l'incidence des chutes, mais ça réduit l'incidence des chutes avec blessures. C'était une population à faible risque. Hein, donc, ça répond à la première partie de ce que je vous ai montré. Dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de faire une évaluation dans des centres. Le risque est faible. Globalement, vous pouvez intégrer des patients dans des groupes d'activité physique. Et dans ce cas-là, non seulement ça réduit l'incidence des chutes, mais les chutes graves. Alors, le mécanisme, c'est probablement plusieurs choses. Hein, amélioration des capacités physiques, réduction de la peur de tomber, amélioration de la vitalité, amélioration de la qualité de vie qui vous incite à faire beaucoup plus d'activités, etc. Alors ici, à Montpellier, on a un peu travaillé sur d'autres aspects, en particulier sur les aspects un peu cognitifs, en particulier sur la dépression, etc. Et on voit que ça fonctionne. Hein. Vous prenez des femmes sédentaires, vous les incluez dans un programme, dans une étude randomisée contrôlée. Bon, c'est un papier qui a été publié par Paquito Bernard avec Pierrick et Grégory Nino. Donc on voit que ça fonctionne, hein. Ça réduit le risque de dépression. Donc je vous l'ai dit, pour les chutes, c'est d'autant plus intéressant que les antidépresseurs sont à risque de chute. Donc si on prévient la dépression, on prévient la consommation de psychotropes et on va réduire l'incidence des chutes. De la même manière, on voit qu'il y a des effets centraux, parliez tout à l'heure de fonctions exécutives, de fonctions gliales, d'atteinte. On voit bien que l'activité physique joue un rôle très important là-dessus sur les fonctions cognitives. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour ne pas prendre de risques, switcher rapidement de manière à prévenir des chutes? Donc, en conclusion, on peut considérer donc, que les programmes d'activité physique ont clairement un intérêt dans la réduction de prévention des chutes, à condition d'évaluer le profil de risque de chute. Si vous avez un bas risque ou modéré, programmes d'activité physique réduisent les chutes, et en particulier les chutes graves, ça c'est le programme OCEBO. Maintenant, quand on a des patients qui sont plus à risque, probablement, il faut évaluer tous les facteurs de risque de chute et ne pas emmener ces patients-là vers un programme qui est commun avec des gens qui sont plus robustes, parce que globalement, ça ne va pas réduire l'incidence des chutes, et deuxièmement, c'est potentiellement dangereux. Donc, il faut non seulement évaluer le risque de chute, mais évaluer les facteurs de risque de chute. Donc, on peut le faire facilement avec ces tests-là, hein, savoir si les gens sont tombés une ou plusieurs fois. Ces patients-là sont à haut risque de chute, il faut les évaluer. De la même manière, si vous ne tenez pas en équilibre, etc., facilement, vous avez du mal, les tests que je vous ai montrés. Dans ce cas-là, il est recommandé de faire une évaluation qui est multidisciplinaire, de manière à finalement savoir si c'est seulement la sédentarité, ou s'il y a d'autres facteurs, déficit en vitamine D, un environnement qui n'est pas adapté, des psychotropes, des pathologies chroniques qui ne sont pas adaptées, des pathologies du pied qui doivent être corrigées. Et là seulement, quand on aura réglé tous ces problèmes-là, les programmes d'activité physique vont être très très efficaces, réduisant, je vous l'ai dit, une fois qu'on a fait tout le reste, à peu près de 30% l'incidence des chutes. Donc, ça veut dire évaluation multidisciplinaire avant d'engager les gens dans des programmes d'activité physique, donc chez les patients qui sont à haut risque. Donc, c'est sûr que là, ça amène finalement à créer de véritables ponts, en particulier avec les structures cliniques, qui vont évaluer des gens qui sont à haut risque de chute, les kinésithérapeutes en particulier, les ergothérapeutes, et puis des spécialistes d'activité physique adaptée. Donc, c'est pour ça qu'on a à Montpellier, mais dans plein d'autres centres, créé des liens entre les centres hospitaliers et donc des gens des STAPS pour former en particulier les personnels, parce que vous avez compris que si on met dans des groupes d'activité physique un standard avec un personnel non formé, des gens qui sont à haut risque de chute, ce qu'on risque d'induire, c'est des chutes et des chutes graves. Donc, il faut former les personnels. Alors, évidemment, moi, je remercie, c'est l'occasion pour moi de remercier tous les étudiants qui travaillent avec nous, de STAPS, en particulier pour nous aider à évaluer ces patients-là, de manière à adapter le programme d'activité physique au profil des personnes à risque, en particulier, donc, qui sont âgées.
Donc, et en particulier, c'est tout l'intérêt d'une collaboration entre un centre hospitalier et un centre comme le mien, donc, qui vise à prévenir les chutes chez les gens âgés, et des groupes d'activité physique adaptés de proximité qui sont mis en place avec l'UFR STAPS. Donc si vous voulez plus d'informations sur la façon dont on a organisé ici les choses, de manière à ce qu'on puisse travailler de la même manière avec d'autres centres, etc., ce qui est déjà le cas, donc il y a des papiers qui ont été publiés pour décrire finalement le Living Lab, c'est-à-dire toute l'organisation qu'on a montée pour prévenir les chutes dans le Languedoc-Roussillon. Et je vous incite à lire une expertise INSERM collective à laquelle nous avons participé sur activité physique et prévention des chutes chez les personnes âgées, qui vient d'être remise au ministère donc, en janvier, donc qui fait finalement vous trouverez tout ce que je vous ai montré là, mais de façon évidemment beaucoup plus précise, donc pour avoir des données chiffrées, voire de la bibliographie là-dessus, donc téléchargeable sur Internet. Voilà, je vous remercie pour votre attention.